Voilà. Donc, Ange l'a dit, je suis professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Bordeaux et à l'Institut universitaire de France, et je suis aussi formateur d'enseignants. Alors, je le dis volontiers parce que c'est à la fois en tant que chercheur, mais aussi quand même en tant que professionnel de la formation et qu'animateur aussi de dispositifs de formation, puisque on a monté il y a quelques années à Bordeaux un master de formation de formateurs d'enseignants à l'international, que je m'exprime. Alors, en fait, je m'exprime aussi en référence à un gros travail qu'on a mené il y a quelques peu de temps en réalité, hein, il y a un peu plus d'un an, dans le cadre du CNESCO. J'imagine que vous connaissez le CNESCO, c'est le Conseil national d'évaluation des systèmes scolaires, animé par Nathalie Mons, qui nous avait proposé à Olivier Molini et moi-même de co-présider une conférence internationale autour de cette question précisément du développement professionnel continu des enseignants. Ça a donné lieu à plusieurs rapports, dont un également de Claude Lessard qui n'apparaît n'apparaît pas là, mais qui est également disponible sur le site, qui était assez succinct, mais aussi très éclairant. Et puis celui d'Olivier, donc, et le nôtre, puisque c'est avec l'équipe que j'anime à Bordeaux que nous avons produit ce rapport autour précisément des apports de la recherche sur la question du développement professionnel. Qu'est-ce qui en est dit, quels sont les ressorts, les effets, les expériences internationales aussi observables en la matière. Et c'est un peu sous cet angle-là que je vais vous entretenir aujourd'hui. Ces rapports sont donc accessibles sur le lien qui doit avoir été placé dans le chat et qui est en bas de cette page. Il n'y a pas que ces rapports. Je vous invite également, si vous en avez la curiosité, d'aller visionner les vidéos des différents panélistes justement que nous avions accueillis à cette occasion-là, parce qu'il y avait des échos d'expériences de différents pays du monde, dont je vais parler brièvement. On va se centrer un peu sur la France, mais avec quand même quelques ouvertures internationales. Et donc, si vous avez la curiosité de vous intéresser justement à ce qui se passe à l'étranger en matière de développement professionnel, ces sources vidéo sont accessibles également sur le site. Alors, pour ma part, je vais donc commencer par sans vous noyer de références, parce que ce n'est pas vraiment l'intérêt, mais essayer de poser en fait quelques jalons dans cette première session autour de la notion de développement professionnel. Euh, Repérer d'abord ce que j'appelle effectivement les ressorts du développement, de la promotion du développement professionnel des enseignants. Le premier élément qui me semble important à souligner, c'est que la question du développement professionnel, qui est une notion importée, hein, j'y reviendrai un peu plus tard, parce que ça a aussi des effets à la fois sur son usage et sur les variations qu'on peut observer dans les différents contextes nationaux, et en particulier dans le nôtre, où la notion développement professionnel, on n'y est pas forcément familier, parce que d'abord, l'activité enseignante n'est pas forcément identifiée par les enseignants eux-mêmes comme une profession. Donc, il y a là des enjeux déjà de sémantique sur lesquels il vaut le coup de s'attarder un peu. Mais la particularité de cette notion et de son succès actuel, c'est qu'elle vise d'abord, je crois, à dépasser une conception assez classique et consécutive de la formation professionnelle, de la formation professionnelle des enseignants. C'est-à-dire qu'on a, dans beaucoup de pays, mais le nôtre est particulièrement marqué sur ce plan, une conception de la formation qui est finalement pensée d'abord par une phase de qualification, de certification pour ce qui est de la France, et donc de formation initiale. Et ensuite, selon à la fois des opérateurs, des contenus et des ambitions qui sont radicalement différentes et qui sont parfois très ponctuelles dans une carrière professionnelle, la notion de formation continue. Et donc, l'idée de développement professionnel s'inscrit d'abord, je crois, dans l'idée, dans le projet, qui est aussi un projet politique probablement, et assez pragmatique finalement dans ses visées, de créer un continuum de formation entre l'entrée justement, la maturation déjà d'un projet professionnel, la qualification à ce métier, l'entrée dans le métier, j'y reviendrai parce que c'est une phase d'entrée dans l'emploi qui fait l'objet de plus en plus d'accompagnement
dans un certain nombre de pays pour une raison assez simple que j'évoque un peu brutalement, qui est qu'il y a un problème de rétention dans ce métier et qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels l'entrée dans le métier augure parfois, s'il n'est pas accompagné, de carrières courtes. Et donc là, il y a des enjeux forts d'accompagnement, de tutorat, de mentorat, un certain nombre de pratiques qui permettent justement de rendre un peu plus, disons, serein dans toute la mesure du possible, ce qui peut être, lorsque ça n'est pas accompagné, et comme ça l'est en effet souvent, un choc véritablement qui peut conduire parfois à beaucoup de phénomènes disons, de détresse, voire de burn-out et le cas échéant, on le sait, de démission, puisque même un pays comme le nôtre, qui a longtemps été à l'abri de ce phénomène, est de plus en plus concerné. Ça, c'est un premier point qui est assez important et qui est, je trouve, assez réjouissant de se dire qu'effectivement, on va essayer de penser le métier comme un continuum en mettant un peu plus l'accent sur l'accompagnement des jeunes et des moins jeunes dans leur développement professionnel et aussi, d'une certaine manière, leur développement personnel. Parce que ce qui se joue aussi derrière cette idée de développement professionnel, c'est probablement une prise en compte plus marquée que ça n'était le cas jusqu'ici, de dimensions de l'activité qui ne sont pas restreintes à la dimension, on pourrait dire, pédagogico-didactique. C'est-à-dire, ça s'inscrit aussi dans une logique de promotion, on pourrait dire, du capital humain, c'est-à-dire dans l'idée qu'au fond, il y a aussi des gens qu'on doit accompagner dans leur bien-être, oui, dans leur développement personnel et professionnel, et ça dépasse très largement le cadre stricto sensu de l'activité ou de la performance professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, mais qui aussi oblige à penser la question du développement professionnel sans le cantonner à des apprentissages formels, mais aussi considérer qu'il y a et c'est un fait, dans le monde de l'enseignement, beaucoup de pratiques clandestines de développement qui existent déjà. Donc ça, c'est un autre élément qui est comment on prend en compte, comment on capitalise, comment on reconnaît finalement l'expertise enseignante telle qu'elle se construit, comment on reconnaît les individus et comment, le cas échéant, on les distingue aussi par rapport à cette reconnaissance, puisque la notion de reconnaissance n'est pas étrangère non plus à la question du développement professionnel, puisque dans notre pays comme dans d'autres, on avait fait d'ailleurs un rapport avec des collègues autour de cette question de la reconnaissance. Et comme je le disais à Ange au début de la séance, on a un dossier qui est en préparation pour une revue autour de cette question de la reconnaissance professionnelle. La reconnaissance, les enseignants, ils la trouvent souvent dans la classe, dans leur activité, enfin de manière presque voilà, autoréférentielle par rapport à l'activité. Ils n'en attendent pas forcément au-delà, ou lorsqu'elle fait défaut, ils en souffrent sans doute, mais de fait, la question finalement du développement d'une expertise, de la capitalisation et de la reconnaissance de cette expertise est quelque chose qui n'est pas véritablement au cœur des carrières enseignantes, qui demeurent très horizontales dans leur réalisation. Si vous voulez, lorsque vous avez un concours, et ça rejoint ce que j'évoquais en introduction, c'est-à-dire la logique de certification et de qualification fait qu'à un moment donné, vous avez été reconnu dans une compétence et qu'elle est très rarement remise en cause ou même éventuellement valorisée au-delà de l'exercice de son métier. Et donc, la notion de développement professionnel s'inscrit aussi dans cette idée qu'à un moment donné, pour des carrières enseignantes dont on voudrait qu'elles soient à la fois enrichissantes et qu'elles soient aussi nourrissantes de projets et voire de navigation professionnelle, il y a l'idée qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut penser le développement des enseignants au-delà simplement de l'aspect didactique professionnel, même si ce sont des éléments très importants, mais qui renvoient aussi à des projets de vie professionnelle, de navigation, etc., voire de changement ponctuel de statut. C'est-à-dire, véritablement, c'est une notion qui transforme en effet l'idée, en tout cas en projet, qu'on peut se faire des carrières enseignantes. Alors, c'est une notion qui, néanmoins, s'expose à quelques, on pourrait pas dire réserves, mais en tout cas attention particulière du fait que c'est une notion importée. Donc, comme c'est une notion qui s'impose internationalement et qui d'ailleurs est
est très largement soutenu par les grandes organisations internationales de promotion qui à la fois promeuvent le capital humain, mais aussi les organisations humaines et éducatives en particulier, eh bien, ce phénomène de circulation, voire d'imposition, on pourrait dire, à des contextes nationaux qui sont faiblement préparés, peut aussi aller de pair avec ce que j'appellerais une sorte de naturalisation du métier d'enseignant. Alors ça, c'est un point de veille, si j'ose dire, parce que le métier d'enseignant est quand même un métier qui s'est construit en référence à des espaces culturels nationaux par rapport à des objectifs aussi qui sont propres à un pays et qu'au fond, l'idée de développement professionnel tente à euphémiser, en tout cas dans sa y compris, évidemment, ce dont je me fais l'écho, c'est aussi de recherche sur cette question. Hein. Sans les nommer, c'est à ces recherches que je pense, qui considèrent qu'au fond, la notion, à n'y prendre garde, aboutirait à une forme de standardisation des bonnes pratiques professionnelles ou des bons développements, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément convergente avec l'historicité du métier d'enseignant, qui est très marquée précisément par des ancrages culturels, sociaux, des missions qui sont propres à une société. Donc il y a là des enjeux très importants qui, de toute manière, augurent, parce qu'en fait, on est vraiment dans un démarrage sur ce plan. Mais le thème circule beaucoup dans disons, on pourrait dire les ministères et les rectorats, évidemment, au service cette évolution d'une conception renouvelée, effectivement, de l'activité et des carrières enseignantes. Alors, de ce point de départ qui permet un peu de repérer, de colorer un peu cette notion, on peut repérer quelques tensions que je vous proposerai d'identifier, parce qu'elles se posent un peu partout, mais elles se posent de manière spécifique en France, comme on va le voir ensuite, en référence à ce qu'est aujourd'hui la formation continue. Parce qu'on est encore, malgré tout, dans ce modèle-là. Hein. On est dans un projet de créer un continuum, mais malgré tout, pour des raisons que vous savez au moins aussi bien que moi, la formation des enseignants reste très marquée par un modèle initial avec une qualification et surtout une certification, et ensuite un modèle de formation continue sur lequel on reviendra, mais qui repose beaucoup plus sur l'offre que sur la demande véritablement des enseignants. Alors, du coup, il y a une série de tensions parmi lesquelles j'identifierai pour commencer celles qui, non pas opposent, mais met en perspective la question du droit et du devoir. Par définition, la formation continue, on pourrait dire, et le développement professionnel constitue pour un enseignant en devenir, par définition, un droit. La question est de savoir, et si je l'évoque, c'est parce que c'est quelque chose qui est interrogé, y compris actuellement, c'est le fait que ce droit ne doive pas également être associé à une logique de devoir, ce qui n'est pas le cas à tous les degrés. Vous savez que c'est le cas dans le premier degré, pas dans le second. Donc, il y a là des enjeux qui sont de dire, est-ce que finalement, les enseignants qu'on recrute, on ne doit pas aussi attendre d'eux qu'ils se développent? Et à ce moment-là, ça pose la question je dirais, d'une logique de reconnaissance qui est particulièrement saine, mais qui cohabite, on pourrait dire, aussi avec peut-être disons, une des velléités de contrôle. Je dis cela parce que certaines recherches se font l'écho du fait que, de plus en plus, comme je l'évoquais, les enseignants se formaient par eux-mêmes, souvent à travers des échanges de savoir, de connaissances, de documents, dans des forums, enfin, tout cela vous connaissez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informels finalement dans la formation continue des enseignants, et la part véritablement formelle assurée par l'employeur, elle est relative. On va le voir ensuite, et c'est ce que montrent notamment les rapports du CNESCO, c'est qu'elle est très relative dans la façon dont les enseignants se forment. Ce qui veut dire qu'il y a une grande disparité, on pourrait dire, dans les modalités de développement professionnel, précisément parce qu'elles reposent énormément au quotidien et dans l'ordinaire même des vies professionnelles sur les ressources des individus, de leur environnement, de leur établissement, de leur pairs, etc. Donc là, il y a quelque chose qui se joue, de savoir si, au-delà de ce droit, il n'y a pas effectivement, en tout cas, je crois qu'on peut dire que c'est quelque chose qui
qui est aussi en projet d'en faire une sorte de devoir de développement professionnel, autrement dit d'obligation pour tous les enseignants, ce qui, comme on va le voir ensuite, n'est pas le cas. Parce que pour l'instant, on reste effectivement dans une logique qui évolue assez vite. Hein. D'ailleurs, on le voit au niveau de l'offre de formation et même des modalités même avec lesquelles les rectorats, j'avais récemment des entretiens justement autour de ces questions-là avec des représentants de différents rectorats, et on voit qu'il y a une volonté du côté du corps des inspections et de faire que les choses soient plus fondées sur l'analyse des besoins, et y compris la dimension beaucoup plus située de l'apprentissage professionnel des enseignants, là où pour l'instant, on reste encore marqué par une logique assez distributive, assez centrée sur effectivement une conception un peu verticale de la formation continue des enseignants qui, et c'est bien le problème, n'emportait pas forcément l'adhésion de ceux auxquels cela s'adresse. Et on va y venir ensuite. Et ensuite, un autre élément, une autre tension qui est, de mon point de vue, essentielle, et ça a été un peu évoqué par Ange au départ, c'est justement cette tension entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire que jusqu'ici, on pourrait dire, jusqu'à une période assez récente, la question du développement, qui n'était d'ailleurs pas posée dans ces termes, mais en tout cas la question de l'exercice professionnel était pensée dans une logique d'accompagnement très individualisé, très marquée aussi par une vérification de conformité en quelque sorte de l'exercice professionnel par rapport aux attendus d'une institution. Et progressivement, ça fait déjà un petit bout de temps que ça s'est mis en place, mais ça se développe quand même beaucoup dans la période que nous vivons, il y a une volonté de conférer au collectif, et en particulier au collectif situé, une dimension beaucoup plus importante dans l'apprentissage et le développement et la socialisation professionnelle des enseignants. De ce point de vue-là, c'est tout à fait intéressant parce qu'on sait que, comme l'ont montré beaucoup de travaux, eh bien, la caractéristique du métier d'enseignant, c'est quand même d'être un travail cellulaire. Et donc, comme l'évoquent Tardif et Lessard, la dimension collective n'est pas forcément contenue d'emblée, en tout cas sous nos cieux, ce n'est pas le cas partout, on y reviendra si on a le temps, mais n'est pas forcément contenue dans la vision et les attentes d'ailleurs qu'on adresse aux enseignants. Et donc, l'enjeu, c'est aussi de penser l'écologie du métier d'une manière un peu plus extensive que la classe. C'est pas simple parce qu'en réalité, pour des raisons qui sont liées à la façon dont le métier d'enseignant s'exerce en France, en référence à des programmes, en référence à des textes, eh bien, au fond, la dimension collective est beaucoup moins spontanée, pourrait-on dire, qu'elle ne l'est dans des pays dans lesquels, par exemple, il y a un programme national par objectif, et puis ensuite, il y a une mise en œuvre locale. Voilà, dans des pays de tradition beaucoup plus libérale et décentralisée, le collectif est mobilisé de manière plus spontanée ou plus naturelle, parce que c'est lui qui doit concevoir collectivement l'offre d'éducation. À partir du moment où finalement les contenus d'enseignement, les curricula sont pensés quand même au niveau central et qu'ensuite les enseignants ont à en respectant le principe d'une liberté pédagogique qui est évidemment très importante, eh bien, le collectif est une valeur ajoutée, est une plus-value qui a une fonction essentielle dans la socialisation des enseignants, mais qui n'a pas forcément une dimension naturelle dans l'activité elle-même. Et cependant, c'est bien ça qui se joue. C'est cette volonté, inspirée de ce qui se fait dans un certain nombre de pays, de créer les conditions de construire finalement, un peu plus que ça n'est le cas, des lieux, des espaces, des communautés d'apprentissage professionnel, que ce soit au niveau des établissements ou de réseaux d'établissements. Et de ce point de vue-là, évidemment, les relais institutionnels, les inspections, les INSPE, les CARDI, etc., tout ça sont des acteurs majeurs pour essayer de faire prendre finalement la mayonnaise sur ce plan-là, là où ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que tout simplement, la culture scolaire française est comme le disait Jean-Claude Forquin, très centré sur les savoirs scolaires, n'est pas forcément, disons, propice d'emblée à la mobilisation du collectif dans l'activité. Cela va de pair avec une autre tension qui est tout à fait intéressante à observer dans la période actuelle, c'est celle que j'ai. C'est pas très transparent de l'évoquer comme ça, mais j'ai pas trouvé mieux pour dire au fond qu'il y a non pas une hésitation, mais une tension entre l'idée de spécialisation, c'est-à-dire formation comme approfondissement de compétences
disciplinaires, notamment pour les enseignants du second degré, mais aussi pour le premier degré, et l'idée de développer à travers justement l'investissement, la promotion du développement professionnel, une approche beaucoup plus transversale des compétences professionnelles. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que ça fait écho à des évolutions curriculaires, à des évolutions structurelles aussi, mais des évolutions curriculaires, notamment avec le développement des éducations A, c'est-à-dire finalement l'évolution même des curriculums scolaires a des effets sur les conceptions qu'on veut promouvoir du métier d'enseignant. C'est-à-dire que là où l'enseignant se caractérisait jusqu'ici, et c'est toujours le cas, je veux dire, dans les statuts, en référence au savoir, à la discipline, s'agissant des enseignants du second degré, eh bien, l'évolution des curricula et un certain nombre d'attentes qui leur sont adressées renvoient à des compétences qui sont beaucoup plus, qui sont extensives à l'idée simplement d'une maîtrise et d'une expertise disciplinaire. Ça va de soi, ça renvoie aussi à des enjeux qui sont comment on fait tenir une institution scolaire debout lorsque précisément on a des phénomènes qu'on doit prendre en considération qui sont l'hétérogénéité des publics, les enjeux d'inclusion, de la différence, etc. Tous ces éléments-là qui sont finalement faiblement contenus, il faut bien le reconnaître, dans la formation initiale des enseignants et que les enseignants prennent en pleine face, si j'ose dire, lorsqu'ils débutent et lorsqu'ils évoluent dans l'institution. Donc, il y a ces enjeux-là qui opèrent un bouger par rapport à ce qu'on a connu de la formation continue jusqu'ici et qui appellent notamment, c'est cohérent avec ce que j'évoquais auparavant sur l'idée de collectif, eh bien, des enseignants de disciplines diverses de travailler ensemble, voire de faire travailler aussi ensemble des enseignants de différents degrés, notamment alors, avec les cycles entre premier et second degré, etc. Voilà, la logique de projet, de transversalité, d'enjeux aussi de préparation à la transmission de savoir à vocation transformative. J'évoquais les éducations A. Lorsqu'on parle effectivement d'enjeux de citoyenneté, d'esprit critique, de développement durable, de santé, d'alimentation, toutes ces notions qui font leur entrée dans l'école et qui occupent une place non négligeable, ne réfèrent pas spontanément, exclusivement à une discipline. L'enjeu, c'est justement comment on arrive à travailler ensemble autour de ces enjeux de transmission de savoir qui ne sont plus simplement des savoirs scolaires, mais des savoirs pour transformer les pratiques sociales. Lorsqu'on parle de santé, d'éducation de manière générale, il y a là des enjeux très forts qui obligent à réfléchir collectivement, en plaçant aussi la vertu du collectif au sein d'une conception délibérative aussi de ce développement. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans une logique effectivement classiquement verticale où on pourrait dire de type mise au jour des compétences dans tel ou tel domaine de savoir, il s'agit aussi peut-être de créer les conditions d'espaces délibératifs autour des dilemmes professionnels, voire des dilemmes moraux, voire on parle par exemple des questions sensibles autour d'un certain nombre de domaines qui ne peuvent que bénéficier précisément d'un contexte de formation coopérative, délibératif, dans lesquels des collectifs de proximité peuvent construire collectivement des savoirs, devenir véritablement, comme le disait Ange, des chercheurs en quelque sorte, des enseignants-chercheurs qui capitalisent au fur et à mesure que les problèmes se posent et ne restent plus seuls dans leur coin et, le cas échéant, de manière discrétionnaire, gèrent les difficultés auxquels ils font face. Donc, on voit bien qu'il y a des enjeux quand même de socialisation de tous les aspects du métier qui, évidemment, c'est bien beau de le dire comme ça, mais en réalité, qui peuvent se heurter à des cultures professionnelles qui, précisément, ne sont pas préparées à cela. Donc, tous ces éléments-là, et formels et informels, renvoient également à ça, c'est-à-dire il y a les dimensions formelles de l'apprentissage, et puis il y a tout ce qui est l'écologie de l'apprentissage, la dimension environnementale, la dimension aussi du lien. Alors, tous ces éléments on parle à ce propos d'alliance éducative, on sait aujourd'hui que l'école et les enseignants sont invités à construire précisément des alliances éducatives bien au-delà même de ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire les enseignants entre eux, c'est-à-dire avec les usagers de l'école, avec les familles, avec les partenaires de l'école.
Donc, tous ces éléments-là nous permettent de repérer ce qu'il est dans la recherche, qu'elle soit souvent empirique d'ailleurs, mais au niveau international. Mais j'ai choisi ces éléments-là parce qu'ils sont particulièrement, me semble-t-il, aigus dans notre contexte français, dont je rappelle simplement pour mémoire, puisque vous le savez, qu'il a la particularité par rapport à d'autres d'avoir une formation continue, continuons à l'appeler comme ça pour l'instant, mais des enseignants qui est obligatoire, mais seulement pour le premier degré. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulier, sachant que ce qu'a montré le rapport, donc ça c'est sorti du rapport, d'un des rapports CNESCO, puisque le CNESCO lui-même, avec Nathalie Mons et son équipe, avait constitué aussi un dossier autour de ça, complémentaire à nos propres rapports, qui montrait en effet que l'obligation des enseignants n'allait pas de pair forcément avec l'adhésion, et surtout qu'il y avait des pays dans lesquels, par exemple les pays d'Europe du Nord, dans lesquels l'obligation n'était pas de mise et qu'au fond la formation continue était facultative et qui néanmoins enregistrait beaucoup plus d'adhésion, c'est-à-dire beaucoup plus de participation d'enseignants qui n'étaient pas obligés et qui venaient néanmoins en formation. Ça voulait dire simplement qu'ils y trouvaient leur compte, qu'ils y trouvaient matière à se développer professionnellement. Alors, c'est là-dessus que je voudrais faire un petit focus bref sur justement la question de la participation des enseignants aux actions de formation continue, disons-le comme ça, où on voit qu'en effet, dans l'enquête justement du CNESCO, il apparaît que 2 gros tiers des enseignants du premier degré, malgré l'obligation que j'évoquais, déclaraient avoir participé à des actions de formation continue. En revanche, dans le second degré, où la formation continue n'est pas obligatoire, eh bien, il y a un enseignant sur 2 qui a participé ou qui participe, alors selon l'enquête Thalys, Thalys, c'est une enquête régulière autour justement des enseignants et de l'école, un sur 2 avait participé à des actions de formation continue. Alors, ce qui est intéressant dans ces comparaisons internationales, c'est justement que ça permet de mesurer les disparités selon les pays. Et ce qui caractérise la France, c'est à la fois une moindre adhésion et une moindre participation aux actions de formation continue. En tout cas, du côté des enseignants. Parce que si on va du côté des cadres, des chefs d'établissement, des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour le second degré, on voit qu'il y a déjà beaucoup plus de participation aux actions de formation continue. Et puis, et là, si on va du côté de l'évaluation de ceux qui, donc des inspecteurs, on voit qu'on a une participation beaucoup plus importante. Mais ce qui est vraiment, à mon avis, important de souligner, c'est le fait que, et c'est ce qui justifie probablement qu'il soit accordé à cette notion de développement professionnel une attention particulière, qu'il y a une nécessaire transformation de l'outil de formation continue. Pourquoi ? Parce qu'on a repéré justement à partir de ces études un certain nombre de failles, on pourrait dire, de déficits, de problèmes particuliers à la France en matière justement d'adhésion à la formation continue et donc d'offres de formation continue. D'abord, en effet, le problème de la durée, du suivi de ces formations. Les formations apparaissent trop ponctuelles. Ce n'est pas rien, c'est rien de le dire, mais ça veut dire simplement que elles ne font pas leur œuvre. À partir du moment où une formation est reçue très ponctuellement, sur la base plutôt d'un catalogue que véritablement d'un appel, on pourrait dire, interne ou endogène, répondant à des besoins spécifiques qui auraient été entendus, à ce moment-là, effectivement, ça n'est pas véritablement une formation efficace. Et du coup, ça explique aussi le fait que peu y participent. On voit là, je ne vais pas reprendre tout ce qui est écrit, vous l'avez là pour mémoire, mais simplement pour vous dire qu'il y a effectivement des disparités fortes entre la France et d'autres pays de l'OCDE par rapport justement à ces questions de suivi par rapport ou de durée, de temporalité dans lesquelles sont pensées la formation continue. La question aussi que j'évoquais tout à l'heure, donc je n'insisterai pas beaucoup plus, mais la question de l'individualisation, c'est-à-dire que les personnels sont effectivement
invités à suivre des formations continues, mais sur des bases qui sont très rarement collectives. Alors ça se développe justement. Et là, en discutant précisément avec les inspections et le rectorat, on voit qu'il y a vraiment des projets très importants pour essayer de mobiliser des équipes autour eh bien, d'analyse de besoins, etc., y compris en déplaçant la formation. Parce que ça, c'est des choses qui se font dans beaucoup de pays, notamment, alors je pense par exemple au Canada, mais on pourrait penser aussi aux pays d'Europe du Nord ou un certain nombre de pays d'Asie aussi, sur lesquels on a fait émerger un certain nombre de choses très intéressantes dans nos rapports, qui montrent que, au fond, la formation continue, assez logiquement, quand on y pense, elle se passe sur les lieux. C'est-à-dire qu'elle se passe le plus souvent sur les lieux du travail et sur la base d'un diagnostic, parce que tout simplement, pour former des gens, il faut que ça réponde à des besoins qui ont été évalués, qui ont été considérés. Et donc, c'est ça qui est en jeu dans l'idée de développement professionnel et qui explique justement cette articulation entre individuel et collectif qui, pour l'instant, fait assez défaut. L'autre aspect, les deux derniers aspects qui sont importants et qui sont solidaires, c'est le fait que, effectivement, les formations continuent à la différence de la formation initiale, qui est à la fois qualifiante, diplômante et certifiante, la formation continue en France, ce sont des actions ponctuelles et surtout, elles sont très rarement ancrée, malgré l'universitarisation d'ailleurs de la formation des enseignants depuis un sacré bout de temps, elle est rarement ancrée à des enjeux de diplomation. Or, à un moment donné, c'est vrai que la reconnaissance de la formation, elle passe aussi par la reconnaissance d'une qualification qui peut être scandée par une diplôme ou par un bout de diplôme, voilà, une logique de validation d'acquis aussi de la formation qui fait défaut. Et c'est tout à fait cohérent avec l'idée que la carrière est faiblement affectée finalement. Elle est faiblement affectée, elle ne se joue pas, bon, pour des raisons qu'on connaît, hein, c'est-à-dire que les carrières enseignantes sont assez, voilà, sont assez balisées, si vous voulez, et la formation n'est pas véritablement considérée comme quelque chose qui doit intervenir sur le développement des carrières. C'est quelque chose, évidemment, dont on connaît les raisons, c'est-à-dire l'idée, évidemment, que le fait d'indexer les carrières au fait de suivre des formations ou de s'investir, eh ben, c'est une manière de rompre avec l'idéal unitaire de la profession qui caractérise précisément l'enseignement en France, c'est-à-dire voilà, le corps enseignant avec une dimension de distinction individuelle auquel disons, il y a une résistance, on va dire, par principe, au nom, en quelque sorte, d'un idéal républicain d'unité de la profession, etc. Cette tension-là, elle est importante hein, aujourd'hui, parce qu'en réalité, on voit bien que la promotion à la fois des individus par l'idée de développement professionnel, des organisations scolaires, des établissements, des chefs d'établissement qui sont aussi un peu des managers dans tout ça, et ça a des effets inévitablement. Et au-delà de l'idéal effectivement d'unité, il y a de la diversification et puis de fait, il y a aussi de la fragmentation parce qu'en réalité, on sait que l'offre d'éducation, elle varie considérablement au-delà d'un principe d'offre unique qui préside finalement à l'offre d'éducation en France. Autre tableau intéressant, justement, tiré de Thalys, qu'on avait repris dans nos rapports, c'est celui-là. Alors, en deux mots, simplement, ce que ça montre, ce tableau, c'est qu'il y a un gros problème encore en France, c'est le fait que j'évoquais précédemment, mais qui là est tangible, c'est le fait que les formations continues ne concourent pas finalement au sentiment. Alors, je parlais de reconnaissance tout à l'heure, qui renvoie plutôt à des enjeux un peu symboliques, de prise en compte de son expertise, mais là, de manière encore plus autoréférencée, les enseignants ne se sentent pas suffisamment préparés en quelque sorte, par rapport précisément à la moyenne des pays européens. C'est pas rien de considérer ça, d'observer que les enseignants français en moyenne se retrouvent finalement à se sentir moitié moins démunis, moitié plus, enfin plus exactement, voilà les premiers éléments, 40% des enseignants européens se sentent préparés ou aptes à différencier pédagogiquement leurs activités d'enseignement. Ce n'est pas le cas en France. Et vous voyez ça sur tous les domaines, que ce soit la dimension disciplinaire au sens du climat de la classe, que ce soit au niveau didactique, au niveau du sentiment d'accompagner les élèves vers la réussite. Tout cela concourt aussi à une forme de démoralisation. Voilà, sans être trop négatif, on peut considérer qu'à un moment donné, ces enjeux de faible reconnaissance, de sentiment de ne pas être
complètement efficace dans sa pratique et qui repose probablement aussi de fait sur le sentiment de ne pas être suffisamment formé, qui revient souvent dans les entretiens, que ce soit au niveau initial ou continu, c'est des éléments qui sont quand même assez préoccupants pour les enseignants français. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui permettent de repérer la situation française par rapport au reste des pays européens, mais évidemment, je le fais de manière très panoramique et je vous invite à aller voir les rapports. Mais comment je m'ai demandé de ne pas être trop long, je voulais faire simplement un rappel sur ce plan. Si vous voulez, moi, je peux réagir, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je peux réagir avant de passer à la dernière partie, à quelques questions. Ange, c'est comme vous voulez, ou bien je continue. C'est un peu… En fait, comme on a beaucoup de questions qui arrivent au fil de l'eau, certaines, vous avez déjà répondu parce qu'elles sont arrivées un peu tôt dans l'exposé, si j'ose dire, mais pourquoi pas quand même les relayer. Il y a eu aussi beaucoup de commentaires, pas que des questions. Mais on va quand même commencer par les questions et on a une question, la première de monsieur ou madame Jalabert, je ne sais pas, parce qu'on a des initiales. Comment contribuer à une évaluation externe d'établissement sans soupçonner l'œil de Moscou? C'est une vraie question. C'est quelque chose sur lequel… C'est une question c'est une question très intéressante et qui fait écho d'ailleurs à certaines tensions que j'évoquais. Oui. Et sur lesquelles, en conclusion, d'ailleurs, j'apporterai quelques pistes par rapport, on pourrait dire, à des bonnes pratiques en la matière. C'est-à-dire qu'en fait, la question est tout à fait fondée et repose finalement sur une résolution de cette question-là qui doit inspirer, de mon point de vue, ceux qui veulent faire évoluer le système éducatif. C'est la question de la confiance. C'est-à-dire qu'au-delà des mots, hein, bien sûr, mais dès lors que des formations sont mises en place pour, on pourrait dire, suppléer à des déficits observés ou corriger finalement, ou éventuellement contrôler ce qui échapperait à l'institution et pour lesquels on voudrait des évaluations sommatives, par exemple, sur les effets des pratiques, à ce moment-là, on perd de vue le fait qu'il ne peut pas y avoir de formation efficace sans adhésion de ceux qui y participent. C'est la raison pour laquelle l'obligation n'est pas du tout une solution par rapport à la question de la formation continue, parce que de la même manière que pour l'éducation, on ne s'engage en formation que dans la mesure où il y a à un moment donné une reconnaissance réciproque, on pourrait dire, de l'instance de formation et d'évaluation et du bienfait que ces formations peuvent augurer sur nos propres pratiques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'évaluation n'est pas forcément le signe ou le signal d'une volonté de contrôle externe qui romprait avec une liberté ou une autonomie de l'enseignant dans sa pratique. En revanche, oui, ça peut l'être. Mais pour que ça ne le soit pas, eh bien, ça suppose qu'effectivement, on mette en place des dispositifs d'évaluation qui associent les professionnels eux-mêmes, qui associent, et c'est la raison pour laquelle on retrouve du coup la dimension locale, la dimension établissement, la dimension collectif, parce que sans eux, on ne fera que des évaluations sommatives externes qui n'auront aucun effet positif, tout au moins, dans les liens entre les enseignants et la tutelle ou entre ceux qui ont vocation à accompagner, évaluer les enseignants et les collectifs et cela. Donc, l'enjeu est véritablement un enjeu de confiance, mais de confiance qui ne soit pas qu'un mot, encore une fois, mais une logique de coopération, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une profession, pour qu'elle s'engage elle-même dans un processus de transformation et qui ne soit pas soupçonneux, doit avoir le sentiment qu'effectivement, les formations et les évaluations ne visent pas une transformation tacite et non consentie de la nature de son activité. Donc, il faut jouer franc jeu, si j'ose dire, par rapport à une profession. Parce que s'il y a de la malice ou s'il y a de la volonté de faire évoluer une profession sur des bases qui sont comme ça, sur le plan rhétorique généreuse, développement professionnel, mais qui concourrait à un plus grand contrôle, voire une extension de l'activité à des domaines qui n'ont pas été consentis, à ce moment-là, on opère de la résistance. Donc, ça suppose effectivement, de la part de l'employeur, de la part
eh bien, des autorités aussi éducatives locales, un fort travail comment dirais-je, de conviction et de confiance en direction des professionnels pour les rendre véritablement acteurs. C'est là-dessus que je finirai d'ailleurs tout à l'heure, sur comment on devient acteur de sa formation et de son développement professionnel. C'est quelque chose de très important, mais il y en a un autre pour répondre à monsieur, j'ai oublié son nom, mais c'est la question de comment faire en sorte que la notion de développement professionnel ne soit pas, comme c'est le cas dans certains pays, n'aboutisse pas à faire des établissements scolaires les théâtres d'ambition individuelle. Comment faire en sorte qu'au fond, il n'y ait pas une sorte de tournant pragmatique qui aboutisse finalement à ruiner les solidarités qui existent et qui fondent aussi les collectifs situés. Il y a un certain nombre de travaux, par exemple, qui disent globalement le développement professionnel, les enseignants, ils y contribuent. Simplement, effectivement, ils n'y contribuent pas forcément sous le regard de la tutelle. De la même manière, les collectifs, ils ne sont pas absents de mes pratiques. Je travaille avec les autres. Simplement, on travaille ensemble selon des modalités qui sont négociées entre nous et qui ne souffrent pas forcément de régulation externe, puisque ce n'est pas dans mon mandat. Ils sont fondés à le faire d'une certaine manière. L'enjeu pour que les choses évoluent positivement, c'est de considérer malgré tout qu'au-delà de cette possibilité qu'a chaque enseignant de se développer ou de travailler avec autrui et ceux qui choisissent, eh bien, il y a aussi quand même fondamentalement une certaine solitude enseignante, un certain isolement dans l'activité dont souffrent par ailleurs un certain nombre d'enseignants par rapport aux difficultés de l'acte d'enseigner, aux difficultés que j'évoquais tout à l'heure par rapport à ce qui peut se faire en classe ou avec des parents. Bon. Le collectif, si on dépasse justement la dimension que j'évoquais tout à l'heure, qui renvoie plus à de la défiance qu'à de la confiance, eh bien, peut avoir véritablement des vertus. L'enjeu, c'est d'arriver à trouver un dosage qui soit acceptable entre la reconnaissance de la liberté, de l'autonomie des enseignants à travailler globalement ensemble et que cette obligation ne devienne pas une injonction qui serait finalement paradoxale, et en même temps considérer que dans le contexte justement, dans un contexte où il y a quand même pas mal de détresse. Il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a beaucoup de détresse chez des jeunes enseignants qui tombent dans certains établissements et qui ne trouvent pas véritablement, sauf à se faire connaître, moyen d'être soutenus. Développer quand même des solidarités de proximité, du capital professionnel commun, ça peut être quand même très positif. Et là-dessus, justement, alors voilà, donc je peux continuer parce que justement, je vais en parler après, mais c'est ma première réaction à cette question. Ok, merci beaucoup Régis, ça fait tout à fait écho au livre de Anne Barrère, Au cœur des malaises enseignants. C'est cette incapacité collective que nous avons tous au niveau institutionnel comme au niveau individuel de passer d'un système de l'isolement, où du coup il y a un soupçon, comme je dis, une ère de soupçon vis-à-vis des institutions, d'ailleurs le mot œil de Moscou le dit complètement, à vraiment repenser complètement collectivement le rôle de chacun et nos interactions. Oui, mais alors justement sur cette question-là, juste en écho, oui. On ne peut pas, en fait, c'est quelque chose qui me paraît de plus en plus évident, on ne peut pas penser cette dimension collective si on ne pense pas le curriculum. C'est-à-dire qu'en fait, les enseignants qui ne travaillent pas ensemble, et ça aussi Anne Barrère l'avait montré, c'est parce que souvent, ils n'ont pas motif à le faire, en tout cas d'une manière institutionnalisée, puisque fondamentalement, leur mission. Donc l'enjeu est de considérer ce qui, sur le plan curriculaire, c'est pour ça que je le faisais, mais de manière ouverte, en référence à de nouveaux types de savoirs, aussi à des enjeux de transmission de savoir qui ne sont pas commodes, qui ne sont pas faciles, qui sont sensibles. Donc, tous ces éléments-là, on voit bien que ça peut mobiliser du collectif pour protéger aussi le professionnel dans son activité. Mais c'est quelque chose qui ne va pas de soi et qui, disons, articule des enjeux organisationnels, d'organisation du travail dans les établissements et des enjeux
curriculaires sur lesquels on travaille aussi par ailleurs et qui me paraissent essentiels. On ne peut pas découpler les deux, quoi. Non, il n'est pas question de découper. On voit non, bien, c'est pas bien sûr. Une question de pelote. On ne sait plus par quel bout prendre les choses. Et on voit bien que c'est des changements systémiques. Une dernière question avant de passer à la suite, parce qu'elle est un peu technique, cette question, donc peut-être l'aborder maintenant pour ne pas revenir dessus. Donc, c'est la question de Élodie Hippolyte qui pose la question comment innover en formation et aller vers la formation entre pairs et par le faire, alors que l'institution est relativement rigide et renforcée par une norme Calliope, peu encline à des formats innovants. Donc, la question, c'est une question énorme. C'est une question énorme. Alors, moi, j'essaierai d'adopter quand même une position un peu optimiste, quoi, parce que c'est qu'en fait, quand même, j'observe, pour être justement dans un institut de formation des enseignants, pour voir aussi comment évolue même l'autorité de tutelle dans ses ambitions, dans les personnes qui l'incarnent aussi. Je vois comment, du côté des inspections, il y a véritablement une volonté, les CARDI par exemple, qui sont quand même aussi des lieux dans lesquels on veut promouvoir des pratiques innovantes et de mobiliser des équipes autour, à travers des appels à projets, etc. Tout cela existe dans toutes les académies désormais. Néanmoins, ça pose quand même une petite question que je me permets de formuler. C'est le caractère parfois un tout petit peu exemplaire ou modèle de certaines innovations qui vont être parfois valorisées au détriment d'une créativité au quotidien ou dans l'ordinaire qui échappe finalement au radar. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de choses qui se font dans les classes, dans les établissements, qui ne peuvent pas être forcément taxées ou en tout cas reconnues comme des innovations parce qu'il n'y a pas tous les badges. Et au fond, c'est un peu ça qui est dommage. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quand même une volonté, sur le versant positif, je trouve qu'il y a une volonté quand même de reconnaître les initiatives, les capacités innovantes des équipes, qui, de mon point de vue, est quand même assez tangible dans l'évolution de l'accompagnement des établissements ou des réseaux d'établissements par les inspections. Et en même temps, il me semble qu'on reste toujours dans cet idéal de, je ne dirais pas de totémisation, mais qu'à un moment donné, il y a les innovations qu'on reconnaît, mais au fond, c'est l'ordinaire de la classe qu'il faudrait arriver à, disons, dans lesquels il faudrait insuffler cette possibilité de créer du commun ou, disons, des pratiques ou du capital, ce que j'appelle du capital collectif au niveau des établissements, sans forcément espérer une validation de la tutelle, mais simplement un accompagnement. Et de ce point de vue-là, je trouve quand même qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Par exemple, je vois dans l'INSPE dans lequel je suis, il y a des équipes qui font monter les projets. Ensuite, il y a des chercheurs qui y participent. Il y a des projets au long cours sur plusieurs années qui associent des chercheurs, des enseignants. Alors évidemment, c'est un certain type d'enseignants, ceux qui ont envie, etc. Mais malgré tout, je trouve ça positif. Mais l'enjeu, c'est que il faut qu'on sorte de l'idée d'une innovation qui caractériserait l'extraordinaire. En fait, il faut considérer l'ordinaire des pratiques dans ce qu'elle peut avoir en soi de créative, de mobilisatrice pour des enseignants. Et ça suppose une réflexion véritablement écologique sur l'organisation du travail dans les écoles, de manière à ce que, par exemple, un enseignant qui arrive, un jeune enseignant ou une jeune enseignante qui arrive, il arrive dans un environnement dans lequel tout cela existe déjà et lui permettre de s'exprimer, d'exprimer sa créativité dans un collectif, plutôt que ce soit à un moment donné en réponse à un appel, par exemple. Ça, ce n'est pas exactement la même. Donc, je pense que c'est possible. Mais ça suppose effectivement une forme d'autonomisation dont on pressent aussi qu'elle peut être pour certains funeste, dans la mesure où derrière autonomie, il y a aussi l'idée que c'est l'autonomie aussi du chef d'établissement, c'est au fond une manière de créer de la distinction entre des enseignants qui vont être plus engagés dans l'innovation que d'autres. Et donc, on retrouve un peu ce scénario funeste que j'évoquais tout à l'heure, qui serait qu'à un moment donné, tout cela contribue plutôt à délier une communauté qui, précisément parce qu'elle elle se caractérise par une grande liberté pédagogique, n'est pas tiraillée parce qu'on peut connaître dans des environnements plus concurrentiels. L'enjeu, il est ça. Il est comment on fait aussi qu'on développe, on concourt au développement professionnel à la fois des individus et des établissements, sans créer pour autant
des espaces concurrentiels où finalement, il va falloir être plus brillant que le voisin en tant qu'établissement, etc. Ça, c'est pas sécurisant et c'est surtout pas conforme au projet de l'école républicaine. Donc, il y a tous ces enjeux-là et qui, d'ailleurs, auxquels sont attachés les enseignants. Je ne décris évidemment pas des enseignants qui égoïstement refuseraient. Je dis simplement qu'à un moment donné, ça correspond aussi à un corpus de principes qui sont très forts dans l'école française qui doivent inviter à la prudence en termes précisément d'autonomisation. Et pour ça, ça suppose, encore une fois, de repenser probablement l'écologie du travail, mais collectivement, de manière justement à ce qu'on évite ces phénomènes de distinction, de compétition inter-individuelle ou inter-établissement. Alors, je poursuis, si vous voulez, parce qu'en fait, c'est exactement dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer à travers ces deux questions. Alors, j'arrive pas à lire mon titre parce que j'ai la barre en haut. Allez-y, parce qu'en fait, il y a pas mal de réactions. Sinon, vous n'aurez pas le temps de finir. Donc, on va vous laisser. Ouais. Je continue. Alors, en fait, sur la base des centaines d'études qui existent sur le sujet, quand vous verrez les bibliographies de nos rapports, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de productions en France et dans la francophonie, je dis bien parce que ce n'est pas que la France, il y a beaucoup de productions québécoises, belges, suisses, donc beaucoup de productions francophones, mais aussi beaucoup anglo-saxonnes, et ce n'est pas du tout étonnant puisque précisément ils ont une expérience longue en la matière et que du coup on peut voir aussi ce que ça produit. Alors ce que ça produit précisément et ce que montre un certain nombre de recherches, c'est qu'au fond, pour qu'une formation continue, on va dire encore à ce stade, mais une logique de développement professionnel ait quelque chance de succès, c'est-à-dire à la fois d'adhésion du point de vue des professionnels et aussi de capacité à transformer leurs pratiques, et ça repose d'abord sur le fait qu'ils soient eux-mêmes acteurs de ces transformations, eh bien, ça suppose, c'est une évidence, mais comme ce n'est pas toujours le cas, il faut bien le reconnaître, il faut le souligner, que les contenus de formation soient ancrés dans des questions vives des métiers. Je parlais de l'ordinaire, au fond, les questions professionnelles, elles se construisent d'abord ici et maintenant. Elles ne se construisent pas théoriquement dans un coin. Et ensuite, on va vous dire, donc, sauf à vouloir être dans une conception purement normative du développement professionnel qui n'a pas beaucoup d'intérêt et que d'ailleurs les enseignants voient vite venir, si on est véritablement dans une approche beaucoup plus endogène, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut partir des questions vives qui peuvent avoir des contenus divers, qui peuvent renvoyer à des enjeux effectivement d'ordre didactique, d'enseignement, mais aussi bien, on l'a vu tout à l'heure, justement, précisément en référence au sentiment d'impréparation des enseignants français par rapport à leurs collègues européens sur ce plan, la gestion de la classe, de la diversité des élèves, des besoins spécifiques, etc., des enjeux d'inclusion. C'est bien beau de dire soyez inclusifs, mais à un moment donné, il faut aussi accompagner cela en référence à des besoins situés. Ensuite, il y a la question qui était évoquée aussi dans le premier slide, c'est-à-dire la question de la durée, de l'intervention. C'est-à-dire que et ça, c'est un des bons points qu'on voit émerger, c'est par exemple dans la mise en place de ces formations un peu au long cours, associant chercheurs dans des établissements avec des enseignants, des chefs d'établissement, etc. C'est l'idée qu'on prend en compte la dimension temporelle des apprentissages professionnels, au lieu de considérer, au fond, ça comme des contenus qu'on aborde et puis ensuite on passe à autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est évident et qui est montré par un certain nombre de recherches dans lesquelles ça marche, justement. Ensuite, il y a la dimension, bon, je ne vais pas insister là-dessus parce que j'ai déjà souligné cet aspect-là, c'est-à-dire la combinaison de formation individuelle et collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas considérer que, un peu comme dans la vie, qu'on va se développer tout seul dans son coin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin des autres pour mais ne serait-ce que pour confronter son rapport au monde, ses connaissances, et ça renvoie encore à une dimension, on pourrait dire à la fois éthique et délibérative, puisqu'on parle quand même de choses qui ne sont pas inscrites dans le marbre. Lorsqu'on parle de pratiques professionnelles, on parle de choses qui sont dynamiques, qui sont situées, sur lesquelles il n'y a pas de réponse juste ou fausse, sauf à ce qu'on veuille effectivement les normer, et donc là on est dans le fantasme des bonnes pratiques. Donc je pense qu'il faut faire travailler le collectif précisément parce que de cette capacité coopérative naissent des compétences nouvelles, en plus potentiellement aussi d'un cadre peut-être plus sécurisant dès lors que ce que je fais, ce que je
ce que je déploie, je le fais aussi en accord avec ce qu'on a convenu collectivement, quoi. On sait aussi cette fonction du collectif de pouvoir mobiliser les individus. Alors, un autre aspect, évidemment, qui évidemment me tient à cœur et qu'on a souligné dans notre rapport, et ça a été montré comme un élément essentiel dans un certain nombre de pays, c'est les liens avec la recherche. Alors, pas les liens avec la recherche qui viendraient dire voilà comment il faut faire, par exemple, ou une recherche purement théorique, mais l'accompagnement de la recherche, c'est-à-dire l'idée qu'à un moment donné, la recherche, c'est aussi des procédures, c'est aussi des modalités d'approcher des situations qui visent une certaine objectivation, notamment par l'écrit. Par exemple, il y a un certain nombre de pays dans lesquels on engage des enseignants, y compris en cours de carrière, dans la production. Alors, ça s'appelle des lesson studies, mais il y a des expériences diverses qui existent dans des pays d'Asie, qui existent en Europe, en Finlande, en Allemagne, etc., autour de la production commune, non pas seulement d'outils didactiques ou d'évaluation, mais aussi d'écrits qui permettent de capitaliser ensemble. Ça suppose finalement d'abord un travail important qui est d'arriver à produire quelque chose ensemble et de stabiliser aussi un certain nombre, je parlais tout à l'heure de capitalisation, mais ça renvoie à cela. Et cette capitalisation se nourrit de la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de recherches qui existent sur les pratiques enseignantes, sur les enjeux aussi d'organisation. Et donc, les enseignants sont des gens qui aiment lire aussi, qui aiment aussi se confronter parfois à des pensées étrangères. Et donc, du coup, ils peuvent se nourrir utilement justement d'un étayage, on va dire. C'est un travail d'étayage finalement dont on a besoin précisément pour sortir de pratiques qui peuvent être routinisées, qui peuvent être très, très valables, mais qui peuvent aussi générer l'ennui chez celui même ou celle qui la pratique et qui appelle en quelque sorte un renouvellement. Et rien de tel précisément que de se frotter à des pensées étrangères ou à ce que font les collègues pour la formation au sens je dirais, de transmission aussi est très importante. C'est-à-dire que j'évoquais en introduction aussi cette dimension d'accompagnement de l'entrée dans la carrière, mais ça suppose que derrière cette idée d'accompagnement de celui qui arrive, il y a la valorisation et la reconnaissance de celui qui accueille. Comment on crée des collectifs? On ne le crée pas ex nihilo, on le crée par rapport à des missions et à des fonctions qu'on juge importantes en termes justement d'acculturation professionnelle, etc. Ces choses-là existent, mais on pourrait les systématiser. On pourrait reconnaître beaucoup plus de personnes qui, précisément sur la base de leur expérience, peuvent être mobilisées pour former et pas seulement pour accompagner individuellement. Il y a par exemple en Allemagne un dispositif qui s'appelle, qu'on a appelé de la formation en cascade, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été pratiqué aussi en Grande-Bretagne, autour de l'idée que plutôt qu'il y ait des formateurs dans un coin, qui notamment seraient par exemple en délégation ou qui seraient externalisés dès lors qu'ils deviennent formateurs, créer les conditions d'une reconnaissance in situ d'expertise qui pourrait donner lieu à des missions spécifiques de formation de collectif, de telle sorte qu'au fond, les formateurs soient là où ils exercent et pas seulement, par exemple, à l'INSPE, etc. Donc, la logique de cascade veut dire simplement qu'à un moment donné, il y a une capitalisation qui opère par transmission et qui fait qu'à un moment donné, il se construit ce que certains appellent un ethos d'établissement, c'est-à-dire une sorte de capital collectif qui ne repose pas simplement sur des dimensions praxéologiques, mais aussi sur une sorte d'éthique située, où on s'entend sur un certain nombre de principes, de travail, etc. Donc tout cela à manier avec beaucoup, évidemment, de précaution, parce qu'évidemment, là aussi, l'ADN de notre école républicaine s'accommode un peu mal, si vous voulez, de ce qui néanmoins existe, mais qui n'est pas formalisé, c'est-à-dire la différence. Je parlais de systèmes fragmentés. Il est un fait que nous sommes dans un système éducatif dans lequel les pratiques sont très diverses selon les établissements, et derrière le curriculum formel qui vaut pour tous, en tout lieu, etc., on sait très bien qu'on a affaire aussi à une offre d'éducation qui est extrêmement diverse et qui repose sur des ethos justement locales, mais qui ne sont pas conscientisés, qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas repérés ou identifiés collectivement. J'évoque souvent, par exemple, sur les enseignants du second degré, le fait qu'on attend des élèves qu'ils construisent un tout des savoirs qu'ils reçoivent,
et qu'ils construisent aussi. Mais le problème, c'est que ce chemin-là, les enseignants ne le font pas eux-mêmes, d'une certaine manière, puisque eux-mêmes, ayant été formés en référence à leur discipline, rien ne les invite, en quelque sorte, à faire sens du curriculum global que les enseignants, que les élèves, eux, ont à construire. Donc, il me semble que derrière l'idée de développement professionnel et de formation des enseignants au long cours, il y a déjà des enjeux qui sont de créer des ponts entre des champs de savoir, des disciplines, des matières qui ont évidemment leur autonomie et leur cohérence propre. Mais la cohérence d'ensemble, chaque enseignant, d'une certaine manière, devrait en être porteur. C'est ce qui qualifie aussi certains modèles étrangers. Alors, il ne s'agit pas de s'en inspirer béatement parce que ça n'a pas de sens, mais de considérer qu'il y a quand même des choses qui sont pas mal dans le fait que, par exemple, alors, je prends l'exemple toujours un peu scandinave, mais le modèle de l'école unique, par exemple, où il y a un continuum de formation entre le premier et le second degré avec des dispositifs d'accompagnement, de mentorat des élèves par des enseignants au long cours, du travail collectif beaucoup plus institué, on pourrait dire, et qui même est un élément d'appréciation de la qualité professionnelle d'un enseignant. Alors, si les enseignants ne sont pas d'accord avec cela, ça ne se fera pas. Mais il est un fait qu'il y a certains pays dans lesquels l'émission et la qualification et l'évaluation des enseignants reposent aussi sur cette capacité qu'ils ont à travailler ensemble autour d'enjeux clés de l'éducation, de l'accompagnement des élèves, etc. Donc, pour cela, il me semble qu'un accompagnement, alors ça renvoie aussi à cette idée que j'évoquais tout à l'heure, qu'on ne peut pas, emporter l'adhésion des enseignants sans qu'à un moment donné, leur formation, leur développement professionnel soit pensé d'une manière non pas verticale, mais effectivement collégiale, qui n'est pas forcément l'ennemi de l'expertise. C'est-à-dire, c'est cette espèce de révolution copernicienne qu'il faut intégrer en quelque sorte, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas d'un côté les enseignants et puis de l'autre les formateurs. Il faut considérer qu'à un moment donné, il peut y avoir des gens qui sont dépositaires de savoir, qui vont pouvoir être partagés. C'est déjà le cas, mais d'une manière relativement informelle, de manière à ce qu'il y ait un phénomène combiné de coopération, qui est un mot-clé aussi, de reconnaissance réciproque, qui, justement, aboutit à, disons, des dynamiques locales de formation, de co-formation, qui intègrent leur propre évaluation. Et on retrouve là un écho à la question qu'adressait le collègue tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée qu'à un moment donné, quand on mène des actions de formation, et ça c'est un des éléments qu'on peut souligner aussi, c'est qu'au fond, c'est intéressant aussi quand même de s'intéresser à ce que ça produit. Or, ce n'est pas quelque chose qu'on fait spontanément quand même dans l'éducation nationale, dans la formation continue. Donc, voir ce que ça produit, ça veut dire qu'on peut aussi, en formation, mettre en place des outils pour un collectif ou pour une discipline, par exemple, autour de ce que produisent des formations, de manière à ce que la chose soit beaucoup plus effectivement fondée sur la collégialité, la coopération, qui nourrit effectivement, en référence à ce que certains avaient appelé un professionnalisme collégial, qui est tout à fait salutaire en quelque sorte pour sortir de l'isolement et parfois de la déprime, le cas échéant. Alors, pour finir, en fait, je voudrais très vite, parce qu'en réalité, tout ça fait l'objet des deux rapports, c'est en fait, on a repéré, à partir d'un certain nombre de cas, qu'il ne s'agit surtout pas d'ériger en modèle, parce que ça n'a absolument aucun sens, dans la mesure où, effectivement, chaque système éducatif présente ses caractéristiques propres et qu'il n'est aucun sens de vouloir transférer des pratiques. Mais Néanmoins, ce qu'on observe, c'est qu'on ne peut passer véritablement à l'idée de développement professionnel continu sans investir dans ce qui le précède, c'est-à-dire dans la formation initiale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement professionnel possible si on a simplement satisfait à un concours d'enseignement en 6 mois. Parce qu'on n'est pas pris dans une dynamique. On peut le créer, mais à ce moment-là, c'est une création qui est postérieure. Mais si on veut véritablement créer un continuum, il faut nourrir l'idée de développement professionnel dès la phase de préparation et d'entrée dans l'emploi. Et ça suppose effectivement une formation initiale plus longue. C'est ce que font un certain nombre de pays, c'est-à-dire nous, on reste, même si là aussi, il y a quand même des évolutions qui se font jour et qui
devrait progressivement faire évoluer les choses dans ce sens. Enfin, ça fait quand même 25 ans ou 30 ans qu'on en parle. C'est l'idée que des pays comme la Finlande, la Corée, on pourrait parler de l'Allemagne aussi par rapport à la Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'on a des formations initiales qui sont longues. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous, on reste dans un modèle consécutif. Là où la plupart des pays européens aujourd'hui, sauf les pays d'Europe du Sud, mais où la plupart des pays européens fonctionnent sur un modèle simultané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le jeune qui entre dans l'enseignement supérieur, il peut aller d'emblée vers des métiers de l'enseignement. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à la fois se former aux matières, ou aux matières, selon qu'il est. Mais enfin, en général, c'est aux matières, puisque la monodisciplinarité est quand même beaucoup une spécialité française. Enfin, il se formera à la fois aux matières, c'est-à-dire aux savoirs à enseigner, mais en même temps, il se frottera à ce qu'est ce métier. Là où, et ça a été montré aussi par des recherches, tenez-vous bien, il y a quand même quelque chose comme la moitié des étudiants qui n'ont jamais été dans une classe, mis à part en tant qu'élève, au moment où ils entrent dans la formation, c'est-à-dire que, mis à part le stage de 100 heures, globalement, ils vont être lancés dans la carrière sans s'être véritablement frottés à ce qu'était le métier d'enseignant avant la certification, avant le concours. C'est quand même aberrant. C'est-à-dire que, voilà, on n'imagine pas des formations d'ingénieurs dans lesquelles, comme ça, on diffère après la certification l'épreuve même du métier auquel on prépare. Or, c'est quand même un peu le cas de la France, dans lequel la dimension, évidemment, de préparation au savoir, la dimension d'expertise disciplinaire, quand même, organise quand même encore beaucoup la certification des enseignants. Donc, une formation longue reposant sur à la fois de l'immersion, de la production aussi de savoir sur l'enseignement et en plus de préparation aux savoirs à enseigner, sont quelque chose qui organise utilement la suite parce qu'elles mettent déjà effectivement les enseignants en recherche. La question du mémoire, par exemple, la question de la recherche, telle qu'elle est posée chez nous, est évidemment très insatisfaisante parce que le mémoire de recherche n'en est pas un, puisque le temps qui est imparti, pris qu'ils sont d'ailleurs les étudiants dans la satisfaction à d'autres aspects plus importants à leurs yeux, qui sont effectivement la certification, fait qu'on est sur une vague initiation. Alors qu'on a effectivement des pays dans lesquels on a une logique de recherche, mais qu'on appellera d'inquiry, c'est-à-dire pas de recherche au sens on pourrait dire d'enquête, c'est-à-dire qu'à un moment donné, penser la recherche comme moyen de résoudre des problèmes professionnels. En fait, ça n'a de sens qu'en référence à ça. Ces problèmes, ils peuvent être très variés, mais le fait de se frotter justement à l'exercice professionnel très tôt fait surgir des questions, des dilemmes, des difficultés que la formation permet justement, dont la formation permet de se saisir, mais à condition d'en avoir le temps. Parce que la question de la temporalité est évidemment quelque chose d'essentiel. J'y viendrai très brièvement là, pour conclure. Ça va de pair évidemment avec le deuxième aspect qui est l'accompagnement. J'insisterai pas plus, mais il y a des pays qui sont très très marqués par ce modèle d'accompagnement dans l'entrée dans le métier et qui va de 2 ans, déjà, je ne cite pas l'Allemagne, mais c'est le cas en Allemagne, 2 ans à 5 ans, pendant lesquels finalement les enseignants bénéficient d'une décharge de service. Ils sont en formation encore. Là où nous, ils doivent être très très vite finalement opérationnels. Et ils entrent dans le circuit de la formation continue qui vient s'ajouter au reste. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de pays qui font le choix justement en prévision, ou plutôt en guise de remédiation à des phénomènes des problèmes de rétention parfois. Il y a eu depuis une bonne dizaine d'années dans un certain nombre de pays la mise en place de formation continue dès l'entrée dans le métier, la phase d'induction, comme on dit, qui vont de pair avec un service allégé qui génère de la temporalité, de la disponibilité pour se former. Parce que c'est ça, en fait, la question de la disponibilité, elle est essentielle, c'est la question du temps. La proximité, j'insiste pas parce que je l'ai déjà dit, mais ça renvoie, c'est vraiment un élément important. La formation ne prend sens le plus souvent qu'en référence à des problèmes situés auxquels on va non pas recevoir une réponse, mais la construire soi-même. Bon, on est dans le monde de l'enseignement, donc les apprentissages, qu'ils soient professionnels ou scolaires, c'est quand même ça. C'est la construction de réponses et donc d'une production
par celui qui apprend justement de savoir. La recherche, je ne reviens pas dessus pour l'avoir situé. Le collectif, alors je fais référence là très, très brièvement à ce qui est très fortement développé au Canada, qui se développe dans beaucoup de pays, qui est les communautés d'apprentissage professionnel, c'est-à-dire faire en sorte qu'à un moment donné, les établissements deviennent effectivement ces lieux dans lesquels se construisent des collectifs professionnels et de capitalisation finalement de savoir. Et enfin, le dernier aspect, c'est la question de la valorisation des carrières, puisque là aussi, apprendre avec précaution, puisque comme je le disais, c'est miner cet aspect-là, promouvoir les individus sur la base de leur formation. C'est quelque chose qui est évidemment compliqué, mais qui néanmoins existe à condition qu'on se donne les moyens d'évaluer les effets d'une formation, parce que suivre une formation en soi ne doit pas justifier une promotion particulière. Mais en revanche, s'engager et à un moment donné œuvrer, y compris par la formation soi-même, par le mentorat. Donc, on peut dire qu'on y est un petit peu à travers notamment l'identification de tuteurs, de conseillers pédagogiques, etc. On y participe, mais relativement faiblement, et sur les bases notamment qui sont beaucoup plus de cooptation véritablement que quelque chose de très ordinaire. Donc voilà, pour finir, quelques points clés, les enjeux de temporalité sur lesquels il n'y a pas de formation possible. On peut toujours demander aux gens de se développer professionnellement, mais encore faut-il leur donner le temps pour qu'ils puissent le faire. Ça vaut pour tout type d'apprentissage. Et ça, il faut bien reconnaître que ça fait un peu défaut. La question de l'écologie, de l'environnement scolaire, là, il y a des enjeux majeurs pour créer des établissements, pour faire des établissements des lieux aussi de développement professionnel à la fois individuel et collectif. La difficile articulation entre l'autonomie et la normativité, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il est important d'orienter et de guider, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit, comme on l'évoquait tout à l'heure, un moyen de contrôler. Et donc, il faut ménager impérativement l'idée auquel nous sommes très attachés d'une liberté pédagogique des enseignants. Et si je le dis, ce n'est pas un hasard, c'est parce que précisément, il y a un certain nombre de pays où on observe une dérive finalement de la montée de l'organisation scolaire par le fait que les enseignants évoluent tous sous le regard les uns des autres. Et au fond, on entre dans une logique concurrentielle qui est en effet assez funeste pour les solidarités professionnelles. Donc, il faut absolument ménager cette dimension qui est propre au système français et à quelques autres pour ne pas tomber dans une logique où la compétition l'emporte. Et ça suppose, malgré tout, évidemment, de maintenir cette idée clé de coopération, de continuité, effectivement, que j'évoquais là où aujourd'hui il y a de la rupture entre les temps d'apprentissage. Et sans doute réfléchir aussi à la façon dont des compétences transverses peuvent mobiliser des collectifs autour de questions communes, ce qui pour l'instant est possible au niveau d'une discipline, mais n'est pas forcément spontanément pratiqué entre disciplines. Et puis, bien sûr, ne serait-ce que pour l'avoir à l'esprit, on ne peut pas négliger la situation dans laquelle nous sommes et qui va avoir évidemment dans le domaine de la formation. On est là pour en témoigner, des effets évidents, puisque passer de Zoom en Zoom, comme on le fait tous depuis un an en matière de formation, ne peut pas ne pas avoir d'effet. Mais néanmoins, là aussi, il me semble, et il y a beaucoup de travaux qui le montrent, qu'il y a matière, à travers la télécollaboration, à créer de nouveaux espaces un peu inédits de formation des enseignants, y compris à l'international. Évidemment, moi, j'y suis sensible parce que c'est un peu dans quoi j'évolue, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'intérêt à créer de cette contrainte des vertus, notamment en mettant en lien des enseignants éloignés et pas forcément étrangers, mais éloignés pour travailler ensemble. Et je pense même que c'est quelque chose qui se met en place de manière plus ou moins informelle du côté des enseignants, sur lesquels il me semble qu'il y a des opportunités réelles.
Voilà ce que je voulais vous dire sur ces questions, avec quelques travaux, donc le CNAM, CNESCO, la conférence de comparaison internationale, ça vous l'avez en ligne. Ensuite, le numéro de Spirale sur la formation des enseignants publié l'année dernière, et puis un certain nombre de travaux qu'on a menés. Et cette revue Éducation comparée que je me suis permis de mettre dans le chat, qu'on anime avec d'autres collègues, et dans lesquels il y a une place régulière à des numéros sur l'évolution du métier d'enseignant. Cette revue est en ligne et donc accessible gratuitement. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Régis. On va remettre le lien vers la revue parce qu'il a été mis trop tôt, donc ceux qui sont arrivés n'y ont pas tout à fait accès. Je vais le remettre. Je vais juste relayer deux petites questions parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et il y a énormément de remarques. Donc, il y a une question de la part d'un collègue, Thomas Pagotto, qui est professeur des écoles et qui pose la question de la complexité de la relation cause à effet, s'il y a une causalité ou pas, et qu'elle est très difficile à évaluer entre le développement professionnel et ses implications pour la réussite des élèves. Donc, on ne peut pas le mettre en évidence, c'est effectivement quelque chose de très difficile, mais que, voilà, que des enseignants... Alors ça, ouais, je comprends très bien la question et c'est très intéressant parce que c'est... Alors, il y a tout un pan, un petit chapitre dans le rapport qu'on a produit autour de cette question-là, parce que la question que se pose Julien, je crois, est en fait quelque chose qui travaille énormément justement les politiques de formation des enseignants dans d'autres pays, en particulier anglo-saxons, dans lesquels un certain nombre de recherches que je qualifie de... Vous savez, dans la recherche, il y a des recherches d'accompagnement et des réformes, et puis des recherches plus critiques. Et là, on est dans une recherche d'accompagnement qui néanmoins est tout à fait intéressante parce qu'elle interroge justement au fond comment on peut considérer au fond que le développement professionnel a quelques vertus dans l'école et pour les élèves. Un des éléments qui me paraît un angle d'attaque, c'est la question de qu'est-ce que c'est que la qualité de l'exercice ou de l'éducation. Et il y a énormément de recherches qui montrent qu'au fond, à partir du moment où, ça vaut pour toutes les organisations, on parle ici des enseignants, mais ça vaut dans beaucoup de lieux, à partir du moment où les professionnels, appelons-les comme ça, se sentent reconnus dans leur activité et pris en compte dans leur devenir, eh bien, ça a des vertus non seulement pour eux-mêmes, mais pour ceux qu'ils forment, en l'occurrence, s'agissant des enseignants. C'est-à-dire qu'en fait, la question du développement professionnel ne doit pas être découplée, mais au contraire solidaire, sauf à devenir toute autre chose qu'on évoquait précédemment, de l'idée de bien-être, de l'idée qu'au fond, en contribuant au développement professionnel des enseignants, on concourt aussi au fait qu'ils soient bien dans leur peau de professionnels et qu'ils aient des perspectives aussi. La question des carrières que j'évoquais tout à l'heure est un élément essentiel pour comprendre qu'au fond, l'idée que le développement professionnel doit pouvoir aussi nourrir des projets de navigation, c'est des choses qui ne sont pas choquantes en soi. C'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, on peut se projeter, faire autre chose ponctuellement, être reconnu par rapport à ce qu'on fait. Donc, la question de la reconnaissance, elle est essentielle pour justement permettre d'abord aux individus de se sentir mieux dans leur activité et au collectif d'être plus performants parce que tout simplement, et c'est en cela aussi qu'on peut apporter des éléments de réponse qui ont été notamment montrés par des recherches anglo-américaines sur, je pense à John Hattie par exemple, qui est un des spécialistes de la question, qui montre comment, en effet, dès lors que les professionnels, les enseignants, disons, travaillent ensemble et capitalisent un certain nombre de pratiques, etc., ils sont du coup collectivement et individuellement plus performants en direction des élèves parce que, comme je le disais, ils sont plus informés de ce que font les autres, etc. Donc, le rapport à l'exercice professionnel est comment appeler ça? On avait trouvé un terme, mais on pourrait dire décloisonné, quoi, si vous voulez. Il faut voir comment, en tant qu'enseignant, on agit et on évolue. On évolue en référence quand même à des cadres. Et donc, l'élève, lui, il n'est pas la somme de ses cadres, il est une expérience globale de ce qu'il en fait. Donc, plus les enseignants sont informés réciproquement de ce à quoi ils concourent dans le curriculum, donc que je distingue de la logique de programme, vous l'avez bien compris, eh bien, plus d'une certaine manière, les élèves eux-mêmes en bénéficieront à la fois en termes de reconnaissance, de sentiment de reconnaissance de qui ils sont, mais aussi de performance. Donc,
sur ce plan-là, il y a effectivement des enjeux d'évaluation qui sont majeurs et dont la dérive qui existe par ailleurs précisément dans un certain nombre de systèmes et sous l'angle de politique précisément de reddition de comptes ou d'imputabilité, considérerait mécaniquement à considérer qu'un bon enseignant, c'est celui qui va faire des bons résultats. Et ça aboutit à des scénarios terribles qui sont ce qu'on a connu aux États-Unis, qui est qu'à un moment donné, on va faire en sorte que les élèves, pour qu'on puisse évaluer justement les enseignants et les établissements, on va leur faire passer des tests. Et donc, le problème, c'est que dans une logique concurrentielle, les enseignants eux-mêmes, se sachant contrôlés par rapport et évalués en référence à ce que produisent les élèves, ne vont plus enseigner, mais former au test. On appelle teaching to the test. Et donc, du coup, c'est complètement contre-productif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là que le dosage doit être extrêmement rigoureux et que la profession doit s'en emparer de manière à ce que ça ne devienne pas n'importe quoi. C'est que dès lors qu'on on se mettra en tête d'évaluer les enseignants selon les résultats de leurs élèves, alors là, je peux vous dire que c'est foutu, parce que ça n'a aucun sens. On ne peut pas décemment considérer qu'un enseignant peut être évalué à l'aune de ce que produisent ses élèves, précisément parce qu'il y a une grande diversité des élèves, et que par ailleurs, la mixité n'est pas la chose qui caractérise le plus les établissements scolaires français. En conséquence, on sait très bien que… Bon. Donc, tout cela n'ayant aucun sens, il faut créer les conditions néanmoins d'une évaluation qui puisse rendre justice aux efforts qui ont été faits par des individus et des collectifs, justement pour des enjeux de qualité qui ne soient pas réduits à la performance scolaire. Ce n'est pas le sujet du jour, mais la question de la qualité en éducation, elle fait l'objet d'énormément de travaux qui sont eux-mêmes très intéressants pour montrer que y compris PISA les a intégrés pour montrer qu'à un moment donné, la qualité de l'éducation, ça ne produit pas forcément… comment dire, des résultats scolaires de qualité ne produisent pas forcément du bonheur ou du bien-être ou de la cohésion sociale, ce qui n'est pas accessoire au demeurant. Or, on voit effectivement des pays qui sont extrêmement performants sur des résultats scolaires, PISA, mais qui derrière tout ça produisent des malheureux et des sociétés hyper individualistes. Donc, l'enjeu, il est de penser la qualité de l'éducation au regard de, et je fais la boucle avec ce que j'évoquais au départ, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de notre école? Est-ce qu'on attend simplement de la performance ou de la cohésion sociale ou de la solidarité, de la fraternité, pour employer un grand mot? Et ça, c'est aussi l'horizon d'une société à venir. Et tous ces éléments-là, les enseignants en font partie, mais une dernière chose sur laquelle il faut insister, c'est qu'ils n'en sont que des acteurs parmi d'autres. Donc, il ne faut pas faire reposer aussi ce que produit l'école sur les enseignants eux-mêmes. Merci Régis. Une dernière toute petite question, c'est un collègue, monsieur ou madame Pérez, je ne sais pas parce que je n'ai que l'initiale, qui demande comment on se dit en allemand formation en cascade. J'aimerais bien le savoir, mais non, je ne l'ai pas. Alors là, vous me confrontez à mon inculture germanique. Non, je ne l'ai pas. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé comme ça. Mais bon, voilà, il faut que je fasse mon enquête là-dessus. Voilà, donc merci Régis. Là, vu l'heure qui tourne, je ne pourrais pas relayer tout, mais en tout cas, beaucoup de questions sur la combinaison entre formation, projet d'établissement, collaboration, beaucoup de questions sur les rapports avec la confiance, la coopération, enfin tout ce que vous avez évoqué, et beaucoup de remerciements pour la clarté de votre intervention et comment ça va servir dans des projets immédiats. Les collègues qui nous parlent tout de suite de projets d'évolution, de comment repenser tout ce qui est des métiers des SDEN. Ça, c'est vraiment, voilà. Pareil sur des témoignages sur les mémoires, fraternité comme levier de la transformation de la politique publique éducative. Voilà, beaucoup de remerciements, beaucoup de choses. Je souhaite juste conclure en 2 mots déjà en vous remerciant beaucoup, Régis. Merci à vous pour l'invitation. Est-ce qu'il est possible de nous envoyer le PowerPoint pour qu'on puisse l'envoyer à tous les participants? Bien sûr, oui. Voilà. Et un dernier mot avant que vous commenciez à vous déconnecter. S'il vous plaît, pensez à émarger parce que sinon, on ne peut pas vous envoyer vos attestations. On ne peut pas deviner que vous êtes là. Et surtout, on va renvoyer un mail pour comprendre ce qui s'est passé parce que vous aviez été très nombreux à nous contacter en catastrophe en début en disant « je n'ai pas reçu mon lien ».
Donc, voilà, on va essayer de trouver voilà, le dysfonctionnement dans MailChimp qui a fait que tout le monde n'a pas reçu son lien de... Merci beaucoup, Régis. Pour nous, ça ouvre... Merci beaucoup à vous, Ange, les aventuriers. Et puis, merci aux collègues que je ne vois pas, mais que je salue à distance pour leur présence. Et au plaisir d'autres rencontres. Et voilà, ceci pour nous augure un véritable chantier sur j'ai retenu sur tout ce qui est solidarité professionnelle, les étayages et ce changement de culture générale, que ce soit au niveau des curriculums, de la place de l'établissement et non pas une approche uniquement individuelle. Et merci à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous plus tard par mail si vous voulez des précisions, etc. Et je vous dis donc à bientôt en février, le 23 février, je pense, oui, c'est ça. Merci, oui, en tant que formatrice, là, vous booste, nous aussi, ça nous booste, ça nous donne beaucoup d'envie. 23 février avec Émilie Carossin autour de l'expertise enseignante. Là, on fait un focus, là, on parle de très général et on va, dans les séances qui viennent, traiter 3 briques qui ont été largement évoquées aujourd'hui, l'expertise, le rapport à l'élève et la collaboration. Donc, voilà. Merci, bonne soirée. Merci à vous, au revoir.